sûr, du 3e Salon de l'ingénierie durable. À mes côtés, j'ai des éminents spécialistes dans les démarches et les solutions pour la mise en place de villes intelligentes. Et je nomme M. Jabbar, qui est président du groupe BC Skills. À ses côtés, il y a M. Shakib Ashur, qui est Head de Huawei North Africa. Et monsieur et professeur Ben Daoud, qui est professeur à l'université Qadir Iyad, et en même temps président du centre Medersa pour l'éducation et la culture scientifique. Alors, le déroulé de ce panel, donc au fait on a mergé les deux panels, le panel 1 et le panel 2 en un seul panel. Donc, M. Jabbar et M. Ashur vont parler des défis technologiques des villes intelligentes. Et M. Ben Daoud va nous faire une présentation qui va nous emmener dans d'autres cieux. Donc, il va nous parler de la culture à l'ère du digital. Donc, sans plus tarder, l'objectif du premier panel, c'est de parler des trois dimensions en fait qui doivent être prises en compte pour la construction des villes. Je pense que vous pouvez le laisser tranquille. Des villes intelligentes. Alors, les trois dimensions, c'est la dimension managérielle, la dimension organisationnelle et la dimension technologique. Je vais commencer avec M. Jabbar parce qu'effectivement, il va nous parler des ingrédients organisationnels et managériels pour nous dire qu'il n'y a pas que le côté IT. Et sans plus tarder, je vais d'abord lui demander de démystifier le concept des villes intelligentes. Donc, quand est-ce que M. Jabbar, on peut dire que cette ville, c'est une ville intelligente? Merci beaucoup et merci pour nous avoir invités à cet événement. Déjà, le thème de la ville intelligente devient un thème à la mode en quelque sorte, parce qu'on entend parler de ce vocabulaire de plus en plus, le plus souvent, et il y a beaucoup d'entités qui se positionnent comme étant des entités intelligentes, mais sur quels critères? Donc, l'intelligence dans le jargon de la ville intelligente n'est pas vraiment l'intelligence elle-même, n'est pas l'improvisation, n'est pas la prise de décision autonome, mais c'est plutôt l'optimisation. Donc, une ville optimale, une ville qui optimise ses ressources, qui optimise le déplacement de ses citoyens, qui optimise l'effort déployé ou engagé par ses citoyens pour subvenir à leurs besoins quotidiens, est une ville intelligente. Donc voilà, ça, grosso modo, c'est le sens ou la manière dont il faudra démystifier le terme d'intelligence dans une ville ou dans une communauté. Alors hier, on était en train de parler justement de quelles sont les étapes par où commencer pour commencer un projet de ville intelligente, et vous insistiez que la dimension IT n'est pas suffisante, donc il y a ce qu'on a appelé, moi et toi, le l'avant-projet. Donc quelles sont les démarches ou bien quelle stratégie mettre en place avant de commencer un projet de ville intelligente? Et c'est un point très pertinent, justement, lorsqu'on parle de la mise en place d'une ville intelligente. On parle déjà d'un investissement public et privé consistant. Et comme tout projet, il faudra commencer tout d'abord par une stratégie. Donc vous l'avez bien mentionné, il faut mettre en place une stratégie parce que les villes intelligentes du monde ne se ressemblent pas. Ne se ressemblent pas du tout. Et il y a une ville intelligente qui a pour but d'optimiser l'agglomération urbaine et l'augmentation en nombre de ses habitants. Et il y a une autre ville intelligente qui a pour but ou pour stratégie de réduire l'émission de CO2. Et il y a d'autres qui ont pour objectif d'augmenter la joie au niveau de la population. Et il y a d'autres qui ont d'autres objectifs. Donc lorsqu'on superpose toutes les villes intelligentes du monde, il n'y a aucune ville intelligente qui ressemble à une autre ville intelligente. Du coup, cela nous ramène à la stratégie. Lorsqu'on a besoin de mettre en place une ville intelligente, de démarrer un projet de ville intelligente, il faudrait déjà qu'on ait une vision. Qu'est-ce qu'on veut? Quelle intelligence, quelle optimisation on veut escompter via ce projet? Est-ce qu'on a besoin de gérer une problématique particulière, par exemple l'emploi?
On a besoin d'une ville intelligente qui soit productive, on a besoin d'une ville intelligente qui soit propre, on a besoin d'une ville intelligente qui soit optimale dans les déplacements de ses habitants, ou on a besoin de plusieurs de ces ingrédients. Mais il faudra toujours commencer par la mise en place d'une stratégie. Et bien sûr, la stratégie il fera découler un certain nombre d'axes ou un certain nombre d'aspects ou de streams qui vont faire appel aux technologies qui vont rendre possible ces objectifs. Et donc certainement, il y a la stratégie qu'il faudra mettre en place, une stratégie qui soit bâtie et qui soit citizen-centric. Parce qu'on met en place une ville intelligente, c'est pas pour l'intelligence elle-même, mais c'est pour un citoyen. Et déjà, l'existence de la ville intelligente actuelle n'est pas une invention de la technologie, c'est une émergence, c'est une tendance, c'est une conséquence de la manière dont le citoyen se comporte actuellement. Donc, pour qu'on puisse être je dirais en parallèle technologiquement, être de pair, en concert avec le citoyen, la ville intelligente s'impose comme étant un nouveau modèle qui permet aux citoyens de retrouver tous ces besoins ou toutes les activités dont il aura besoin pendant une journée, pendant un mois, pendant un cycle, qui lui soient apportés. Donc, du coup, lorsque la stratégie de ville intelligente est mise en place, le premier ingrédient de la stratégie, c'est le client, qui est le citoyen. Qu'est-ce que le citoyen demande? Qu'est-ce que je dois offrir à ce citoyen pour subvenir, pour aboutir, pour escompter le besoin ou escompter le but déjà identifié, qui est la stratégie elle-même. Donc on doit démarrer à partir d'une stratégie. Et par expérience vécue ou bien constatée, tout projet, en l'occurrence le projet de ville intelligente, qui ne démarre pas à partir d'une stratégie, et d'ailleurs tout projet de digitalisation, de transformation digitale, s'il ne démarre pas avec une stratégie, il n'aboutira pas, il ne donnera aucun résultat, parce qu'on serait en train de naviguer dans le brouillard sans avoir un objectif précis. En fin de compte, comment je pourrais qualifier que ma ville est devenue intelligente ou pas? Il faudrait que j'aurais déjà mis des critères, des objectifs clairs, définis, mesurables, et dire que, écoutez, les citoyens actuellement, ils se déplacent. Je vais vous donner un exemple très simple. Avant les kiosques de paiement des factures eau et électricité, les gens faisaient la queue au niveau des bureaux de paiement de ces factures-là. Et ça faisait de la peine à beaucoup de gens. Et ça, c'est misérable. Je peux dire que avant, les citoyens devaient se déplacer en temps de nombre pour payer des factures. Actuellement, ils peuvent payer leurs factures en ligne. Donc voilà, sur ce volet-là, on est beaucoup plus optimal, on est beaucoup plus intelligent. Si on catalogue cet ensemble de services, cet ensemble d'aspects qui permettront à mon citoyen d'agir de manière optimale, de se déplacer uniquement lorsque le déplacement est justifié, d'avoir accès à tous ces services de manière, je dirais, nouvelle technologie. Le citoyen actuellement, il est sur son smartphone. Il n'est plus souvent dans les rues. Donc, si je lui propose tous ces services-là à proximité, je peux dire que sur ce volet-là, je suis intelligent. Ça, c'est un volet. Dans ma stratégie, c'est justement un des volets. Et il y a d'autres volets qui sont la mobilité, qui sont la productivité de la ville. Parce qu'une ville intelligente devient une ville productive. Devient l'équivalent d'une entreprise qui produit et qui tient sa comptabilité et qui a des ressources et qui peut avoir un excédent sur son budget. C'est plus une ville qui est uniquement consommatrice parce qu'en utilisant ses ressources, en optimisant tous ces aspects, ça génère du profit, ça génère de la valeur ajoutée. Et bien sûr, tout cela va pour le bien du citoyen, parce que le citoyen, en fin de compte, il pourra faire beaucoup de choses sans avoir à se déplacer, sans avoir à stresser. C'est le cas, par exemple, au niveau de la ville intelligente de Dubaï. Leur critère, leur stratégie était d'offrir la joie aux citoyens. On dit Medina Saïda. Et ils ont besoin de mettre en place un concept, c'était leur stratégie, qui donne la joie, qui rend le citoyen heureux. Comment? Par la facilité qu'il offre sur l'ensemble des services et
par le fait que le citoyen voit ses problèmes quotidiens réglés de manière très accessible. J'étais long. Merci. Alors, si je me permets donc de faire une toute petite synthèse dans ce que vous avez dit, donc l'idéal, c'est que d'abord on se pose la question pourquoi est-ce qu'on veut faire une ville intelligente? Premier objectif, deuxième objectif. À partir de là, on va mettre en place le projet qui va nous permettre de répondre à ces objectifs-là. Et l'autre point que vous avez mentionné, que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il faut mettre le citoyen au cœur de tous ces projets-là, parce que finalement, tous ces services-là sont faits pour justement le citoyen. Exactement. Généralement, lorsqu'on voit un schéma ou un symbole qui désigne la ville intelligente, lorsqu'on parle d'un sujet technique, ça se justifie de mettre une ville dessinée à l'intérieur du symbole. Généralement, on voit une ville avec beaucoup de lumière. Mais lorsqu'on parle de la stratégie, il faut mettre des citoyens à l'intérieur. Parce que tous les services que je mets, le smart government, le smart health, le smart learning, etc., leur raison d'exister est justement ce citoyen. Si je n'ai pas un citoyen qui consomme ces services, je peux mettre toutes les technologies du monde, je peux mettre tous les services, toute l'intelligence du monde, et elle ne vaudra rien. Donc, ma mesure initiale, mon objectif initial et ma mesure finale, c'est comment le citoyen a tiré profit de cette ville intelligente. D'accord. Alors maintenant, je vais poser une toute petite question. Quand on parle de projet de ville intelligente, c'est immense. Il y a beaucoup de choses. Alors, selon votre expérience, est-ce qu'il y a des projets qui sont beaucoup plus prioritaires pour dire, voilà, c'est un ou deux projets avant d'entamer d'autres projets? Est-ce qu'il y a des actions prioritaires à mettre en place? Oui, certainement. Lorsqu'on parle de l'intelligence dans une ville ou dans une communauté, on parle certainement de beaucoup de choses. On ne peut même pas les compter parce qu'on peut retrouver des aspects où on peut mettre de l'intelligence vraiment en nombre très abondant. Une ville peut être intelligente, comme j'ai mentionné au début, en partant d'objectifs. Si par exemple mon objectif de l'intelligence est de faciliter le déplacement du citoyen pour le paiement de toutes ces factures, je ne parle pas que de l'eau, de l'électricité, toutes ces factures, donc si je mets en place un mécanisme qui règle ce problème, qui résout ce problème, j'ai gagné un premier niveau d'intelligence au niveau de ma ville et je peux dire que ma ville est intelligente avec cet objectif-là. Si je veux que le citoyen puisse recevoir de la télémédecine, ça c'est un objectif. Je ne suis pas obligé de mettre en place tous les aspects de la ville intelligente, tous les aspects, je dirais, académiques de la ville intelligente pour dire ou pour qualifier une ville d'intelligente. Et un projet de ville, un projet d'intelligence apportée à une ville, et il peut varier de 1 à l'infini. Je peux commencer l'intelligence par un petit budget en appliquant l'intelligence ou l'optimisation à un service qui est plus prioritaire et en termes de périmètre qui est plus réduit, comme je peux faire un Big Bang qui généralement n'est pas conseillé et transformer toute une ville en ville intelligente d'un seul coup. Merci Mohamed. Je passe la parole à M. Chakib Achour. Alors vous allez d'abord faire une présentation avant de passer à 2 ou 3 questions. Et par après, bien sûr, je céderai la parole à l'assistance aussi pour poser leurs questions. Je suis ravi d'être là, donc invité à cette conférence. L'objectif de ma présentation est de vous présenter le concept de la ville intelligente. Qu'est-ce que c'est qu'une ville intelligente? Et surtout, il faut passer par des étapes parce qu'on ne peut pas transformer une ville à une ville intelligente du jour au lendemain. Donc il y a un chemin à parcourir, c'est-à-dire qu'il y a un chemin à suivre. Je représente la société Huawei, donc je représente la direction marketing stratégie de Huawei. Ça fait un petit peu 5-6 ans que je suis chez Huawei. Alors, pour commencer, je vais commencer à dresser un tableau des challenges qui font face à la construction d'une ville intelligente. Aujourd'hui, dans une région ou dans une ville intelligente, le problème qu'on a, c'est que comment faire en sorte qu'on puisse avoir des entreprises compétitives dans la région? Comment faire en sorte d'avoir une industrie qui répond aux besoins, je dirais, donc, de développement économique de la région?
comment faire en sorte d'avoir des données concentrées. Donc tout ça, c'est des challenges. Comment faire en sorte, en fait, d'avoir aussi, faire face aux problématiques géographiques de la région, d'une région spécifique. Voilà, tout ça, c'est des challenges qui sont présents. Et pour démarrer, je dirais donc, ma présentation sur Smart City, je reprends un petit peu donc l'explication de M. Jabbar. Donc c'est intéressant de parler de Smart City, mais en fait la Smart City c'est quoi? C'est, comme il a dit M. Jabbar, donc c'est le citoyen, il est au cœur de ce concept de Smart City. Bah, c'est pour apporter le service aux citoyens. Et comme vous pouvez le voir par exemple sur ce slide, on parle de Smart Mobility. Donc il faut que les données soient effectivement accessibles à partir de n'importe quel de l'ordinateur ou à partir du mobile. Donc il faut qu'on puisse accéder à ces applications à partir de n'importe quel device. Donc ce qu'on appelle Smart Living, donc on a besoin de mettre en place de la santé, de l'éducation. On a des exemples aujourd'hui en Chine où on a mis en place ce qu'on appelle un cloud santé. Aujourd'hui au Maroc, la plupart de nos hôpitaux ne sont pas informatisés. On peut mettre une application qui soit approuvée par le gouvernement, qui soit à la disposition des citoyens pour gérer, par exemple, le dossier du patient, pour que, par exemple, le médecin puisse aussi accéder donc, au dossier du patient. Donc voilà, donc ça c'est des applications qui rendent service aux citoyens. L'autre volet qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le smart gouvernement. Aujourd'hui, on a du retard, le gouvernement a du retard sur le projet e-gouvernement, parce qu'aujourd'hui, on peine donc, à avancer sur ce projet, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des administrations et des ministères qui sont séparés, donc chaque ministère a ses données en silo, on ne communique pas. Et donc du coup, ce projet e-gouvernement, on ne l'a pas, il n'est pas encore là. Autre chose, le Smart City, c'est aussi pour, je dirais, donc, répondre à ce qu'on appelle le Smart Environnement, Smart Economy, et augmenter la compétitivité des entreprises et créer de l'emploi et créer de la richesse. Donc c'est ça le concept de Smart City. Alors, ça peut se schématiser sur un certain nombre de cas qui sont très très simples. Ce qu'on appelle le one window, ou ce qu'on appelle dans le langage, le vocabulaire standard, le guichet unique. Aujourd'hui, c'est une réalité et les technologies de ce qu'on appelle le cloud transformation permettent effectivement de mettre en place ce qu'on appelle le one window. Aujourd'hui, on a donc ça, c'est un cas d'un client avec qui on a mis effectivement ce concept de One Window et on voit très très bien le fait que les applications, enfin les services soient accessibles à partir de n'importe quel device pour effectivement donc, répondre effectivement donc apporter des services aux citoyens, donc soit à partir d'une tablette ou d'un ordinateur, ou soit donc on peut effectivement se dépasser donc dans une administration, mais c'est un guichet unique. Et donc effectivement dans un certain nombre de cas, donc ça permet d'augmenter effectivement l'efficacité et donc diminuer le temps effectivement pour effectivement apporter les services aux citoyens. L'autre exemple qui nous vient par exemple de la ville de Shenzhen, donc en Chine, et on a mis en place en fait ce qu'on a fait. En fait, le problème c'est toujours donc toutes ces administrations, ils ont des données qui sont séparées. Donc on a cassé ces silos, donc on a mis ce qu'on appelle l'open data pour que ces données puissent communiquer. Et donc du coup, au lieu d'attendre 20 jours ou 30 jours, maintenant on peut accéder à l'application en ligne et on peut avoir donc effectivement le rendement des services en 24 heures, 48 heures. Donc dans certaines provinces en Chine, pour renouveler le passeport, on n'a pas besoin de se déplacer. Donc il suffit d'aller sur l'application sur smartphone, donc on suit les étapes jusqu'à la prise des photos. Donc on reçoit un SMS de notification, on va chercher le passeport. Ça c'est un service concret qu'on peut rendre aux citoyens. Alors, l'autre service qui est très important qu'on peut aussi rendre à travers effectivement le Smart City, c'est le fait d'avoir des données donc, concentrées donc, sur un seul une interface qui permet d'avoir par exemple toute la ville, ou par exemple je vais accéder donc à la ville, je peux regarder les entreprises, quelles sont les industries que j'ai dans cette région, quelles sont les banques que j'ai dans cette région, quelle est la qualité de l'air, donc tout ça c'est des choses qu'on peut faire avec Smart City. L'autre point essentiel pour Smart City, c'est la sécurité. Et c'est la sécurité pour effectivement qu'une ville soit sécure. Donc on a ce qu'on appelle des technologies de cloud, de vidéosurveillance avec l'intelligence artificielle, qu'on a mis dans un certain nombre de villes. Ça permet effectivement de baisser la criminalité, ça permet vraiment de rendre la ville plus sûre. Donc construisons des villes sûres avant de construire des villes intelligentes. Maintenant, pour construire une ville intelligente,
Donc j'ai présenté quelques concepts, mais effectivement il y a un parcours. Ben, le parcours c'est ça, donc en fait on commence par construire une ville sûre, une ville sécurisée. Une fois que la ville est sûre et est sécurisée, on peut réfléchir à la partie intelligence. C'est un peu ce qu'on a fait avec Marrakech. À Marrakech aujourd'hui, c'est 200 pierres, donc comme société Huawei. Donc nous avons travaillé avec la wilaya de Marrakech. Donc Marrakech aujourd'hui c'est une ville sûre. Donc on a mis en place la vidéosurveillance, les infrastructures, etc. C'est en place. Ça permet effectivement d'avoir un centre de commandement unique à Marrakech pour gérer la sécurité. Plus tard on passera à l'intelligence. Alors comme vous pouvez le voir ici, donc effectivement dans ce slide, donc on commence par la construction d'une ville sûre, sécurisée, et après, donc on met en place l'intelligence, c'est ce qu'on appelle une meilleure gouvernance, une meilleure qualité de vie et une meilleure industrie. Alors tout ça, effectivement, ça nécessite le traitement des données. Donc ça nécessite le traitement des données traditionnelles qui existaient, donc des nouveaux, enfin, des new data, donc des nouvelles données qui arrivent, et donc je vais vous expliquer ces nouvelles données, comment ils vont arriver, plus il faut gérer la partie traditionnelle ICT qui existe et mettre en place des process de transformation digitale. Mais tout ça doit être connecté. Si ce n'est pas connecté, ça ne marche pas. Alors, quand on dit effectivement All Things Connected, ça correspond à ça. Il faudrait que tous les composants soient connectés. Et donc que ça soit effectivement dans les centres de données, les caméras, les centres de police, tout effectivement, il faut que ça soit connecté. Alors pour que ça soit connecté, il faut que ça soit connecté avec des technologies aujourd'hui qui existent, qui sont par exemple basées sur le 4G aujourd'hui, ou le 5G qui arrive, qui va répondre à de plus en plus de besoins. On parle de Wi-Fi également, on parle aussi de la fibre, on parle aussi du cuivre, et l'IoT Gateway, donc vous avez entendu parler de l'Internet des objets. Alors bien sûr tout ça, ça se schématise dans ce qu'on appelle une sorte de méthodologie ou de framework, dans lequel effectivement on doit suivre des étapes pour qu'on puisse effectivement réussir ce projet. Maintenant, quand on regarde effectivement ce que je disais tout à l'heure, il faut commencer par construire une ville sécurisée et une ville sûre avant de construire une ville intelligente. Ce qui est intéressant, donc, c'est au niveau de la technologie. Donc on commence par mettre une infrastructure ICT, donc une infrastructure cloud. Donc aujourd'hui, vous avez sûrement entendu parler du cloud, c'est tout simplement la possibilité de partager des ressources IT d'une manière plus efficace, pour simplifier le schéma. Et donc en fait, une fois qu'on met tout ça en place, ça permet effectivement de répondre à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, sur la vidéosurveillance, la sécurité, etc. Et après, on va étendre cette infrastructure pour gérer ce qu'on appelle Smart City, donc avoir de plus en plus des services. Maintenant, pour effectivement réussir ce projet de Smart City ou de ville intelligence, eh ben, il faut capter des données, il faut que les données soient connectées, et il faut de l'intelligence. On a besoin de ces trois critères. Maintenant, quand on parle de capter des données, comment on va capter les données? On capte les données aujourd'hui par ce qu'on appelle l'Internet des objets. Donc il faudrait qu'on puisse poser des capteurs dans la ville, là où effectivement on a besoin de capter ces données-là. Et donc, pour capter ces données-là, c'est ce que j'ai appris tout à l'heure, les nouvelles données. Donc on capte ces données-là qu'on va transférer à travers le réseau vers le Cloud Data Center. Alors à travers quoi? C'est à travers aujourd'hui des technologies de l'Internet des objets qui est aujourd'hui mature, ce qu'on appelle le Narrow Broadband IoT, qui aujourd'hui existe et qui est mature, qui permet de répondre à ça, qui existe déjà, qu'on a déjà déployé dans un peu plus de 200 villes dans le monde. Alors un exemple concret, ça peut être effectivement le contrôle du niveau de l'eau, le niveau de l'eau dans les barrages. On va mettre des capteurs pour mesurer le niveau de l'eau, prévoir effectivement des inondations et des choses comme ça. Donc tout ça, ça peut être fait avec ce qu'on appelle l'Internet des objets. Maintenant, une fois qu'on a capté les données, il faut qu'on parle de la connectivité, il faut que tout soit connecté. Alors pour que tout soit connecté, on a les nouvelles technologies aujourd'hui qui permettent à ce que tous les objets soient connectés. Donc c'est la technologie ILTE qui est basée sur le mobile, sur le 4G, le 5G qui arrive, la fibre également, le broadband, tout ça, ça permet effectivement d'avoir un réseau solide, un réseau stable. Après, on va parler d'intelligence. Donc, on capte les données, on les connecte, et on a besoin d'intelligence, on a besoin de traiter ces données-là. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle, dans une ville intelligente, on met en place ce qu'on appelle un centre de commandement. Ce centre de commandement, maintenant, il devient intelligent. C'est ce qu'on appelle Intelligent Operation Center. Pourquoi? Parce que
On met ce qu'on appelle le cerveau, donc de l'intelligence qu'on voit au milieu, qui doit gérer ça. Donc on a à gauche toutes les données qui arrivent de différentes institutions, de l'Internet ou d'Internet des objets. Mais après, on doit prendre des actions. Mais on met en place des outils d'aide à la décision. Et tout ça, c'est pour effectivement apporter des services pour le transport, pour la qualité de l'air, ou pour améliorer l'économie, ou tout simplement pour apporter le service aux citoyens. Alors tout ça, comment ça marche? Eh bien, ça, c'est un déploiement réel. Je suis sûr que certains, n'importe quel maire ou un wali au Maroc rêve d'avoir un écran comme celui-là, dans lequel il peut voir tous les indicateurs de la région. Ça veut dire quoi? Les indicateurs de la région, je sais toutes les entreprises que j'ai dans la région. Je dis que, par exemple, dans cette société-là, je sais que cette société, par exemple, elle fait de l'industrie X ou Y ou Z. Le nombre d'employés, le chiffre d'affaires. Donc, il a un tableau de bord, non seulement sur les entreprises, sur la qualité de l'air, sur le transport, sur le trafic. Et vous avez au milieu l'image de la région, de la ville, en 3D. On peut effectivement se balader dans la ville. Tout ça, donc, c'est des choses qui ont été implémentées en Chine, à Shenzhen, qui existent aujourd'hui dans d'autres villes. Et c'est à ça, effectivement, qu'il faut arriver. C'est ce qu'on appelle la ville intelligente. Et là, effectivement, donc, on a tout un tableau de bord qui permet de contrôler la ville. Alors, pour finir, les bénéfices de Smart City sont multiples. Je commence par le cas de Yanbu en Arabie Saoudite, où là, c'était vraiment un projet qui était porté directement par le Prince. Et ça permet de créer de l'emploi. Donc là, on parle de plus je dirais, de 18% donc de création d'emplois dans cette région. L'autre cas donc, qui vient de Longan, donc ça c'était plus lié à la partie service. La sécurité, donc Kenya également, on a fait un projet au Kenya qui a permis effectivement donc, d'ébaisser la criminalité, même plus que ça. Il y avait un tweet, un post du président de Kenya sur Facebook. Il était parti visiter le centre de commandant pour les visiter parce qu'ils ont réussi à prévenir et éviter un attentat. Et donc il a communiqué ça sur Facebook pour féliciter donc l'équipe qui travaille sur ce projet avant que le public soit au courant de ce qui s'est passé. C'est extraordinaire. L'autre projet qui nous vient de Chine, donc comment gérer effectivement d'une manière plus efficace l'environnement, ou l'autre cas effectivement comment on peut gérer de manière plus efficace les domaines de la santé. Alors, les exemples sont variés. Il y a aussi pareil des choses sur l'éducation et puis également des choses sur le e-gouvernement. Donc j'ai essayé donc dans les 15-20 minutes de vous présenter un petit peu le concept de Smart City, le parcours et à quoi ça correspond et à quoi ça sert. Merci Chekine de nous avoir présenté les étapes d'un projet de mise en place de City, Smart City. Et j'aime beaucoup l'idée de commencer avec la première étape qui concerne la sécurité du citoyen. Avant de parler de ville intelligente, je pense que c'est une des préoccupations majeures des citoyens dans toutes les villes du monde, non pas au Maroc. Alors je vais me permettre d'improviser une question qu'on n'a pas abordée ni avec Mohamed ni avec vous hier. Mais je me permets quand même de poser cette question parce que c'est une question préoccupante. Justement, vous avez parlé des walis, des représentants des communes, etc., surtout avec la régionalisation. Combien coûtent ces projets-là si un wali, si un maire décide d'implémenter des solutions pareilles? Parce que quelquefois on sait que telle technologie existe, voilà son objectif, mais les finances peuvent être des freins. Donc, est-ce qu'il y a des partenariats, il y a des solutions? Donc, comment vous envisagez ça? Je pense, premièrement, c'est que ce qui est intéressant dans cette question, c'est il faut, comme M. Ojiba l'avait dit tout à l'heure, il faut se fixer des objectifs. Parce que Smart City, ce n'est pas le dernier écran que je vous ai montré, donc ça, c'est vraiment au bout de quelques années. Mais comme j'ai dit, il faut commencer par des choses qui sont simples. Aujourd'hui, je peux regarder, on a des problèmes, donc nos hôpitaux ne sont pas informatisés. La ville n'est pas sûre. Donc on a besoin de mettre des critères. Donc on peut peut-être commencer par la vidéosurveillance. La vidéosurveillance, nous, la société Huawei, nous avons un savoir-faire par rapport à ça. Nous avons des partenaires marocains. Et ça, je dirais, en fonction de la région, de la ville que nous souhaitons couvrir, c'est pas des budgets énormes, mais après,
tout dépend effectivement de ce que la région souhaite mettre en place. Maintenant, il y a différents business models. Donc il y a ce qu'on a parlé tout à l'heure je dirais donc de partenariat public-privé qui permet effectivement de répondre à ces problématiques-là. Donc il faut anticiper les choses. Et en plus de ça, moi je pense que finalement, ce n'est pas le budget qui est en train, c'est la décision. Si on prend la décision, les business models existent. C'est des business models qui ont déjà marché d'ailleurs et qu'on peut mettre ici. Donc c'est plus au niveau de la décision du Wali ou de la coupe du politique, donc pour mettre ces choses-là en place. Je voudrais bien rajouter, parce qu'a très très bien expliqué si Jackie, les décideurs doivent se poser la question combien il coûterait ne pas mettre en place cette intelligence ou cette optimisation. Par exemple, si on prend un des aspects de la ville intelligente ou un des niveaux d'intelligence au niveau de la ville, si je prends par exemple l'éclairage public, il faudrait se poser concrètement la question dans une ville, combien nous coûte l'éclairage d'un citoyen? Par citoyen, combien de luminosité je peux offrir? Donc je pourrais mettre des mesures, des KPI, des indicateurs, et je pourrais dire qu'actuellement, je n'offre pas suffisamment de lumière aux citoyens, pas suffisamment de lumière pour les capteurs des caméras de sécurité, il n'y a pas suffisamment de luminosité. Et je pourrais mettre un calcul simple. Actuellement, j'offre moins, donc ça me coûte tant. Demain, avec l'intelligence, je vais offrir dans les normes, parce qu'il y a quand même des normes de luminosité, ben ça c'est l'un des aspects de la ville intelligente, et je pourrais les offrir à moins cher. Donc dans la durée, si je fais mes calculs dans la durée, je me retrouverai dans une situation actuellement déficitaire, et le déficit il pourra être relevé par la mise en place d'une ville intelligente. Donc ça coûte moins cher de mettre la ville intelligente si on ne voit pas que le chiffre de l'investissement. Alors, avant de conclure, j'ai le temps de prendre 2 questions de l'assistance. Monsieur Baadi et monsieur... On vous entend mal. Rachid Baadi, DSI Assurance Lizizi et membre de l'AUDI. En fait, je vous remercie beaucoup pour votre très belle présentation. En fait, de nos jours, on parle de Smart Cities. Donc, on attend toujours cette Smart City. On a commencé par Casa, par le Marrakech, et il y a Rabat, Inch'Allah. En fait, j'ai beaucoup aimé votre présentation concernant lorsque parler de citizen-centric, customer-centric. C'est une très belle approche parce qu'en fait, il ne faut pas voir la partie digitalisation en effet de mode, mais ça doit répondre à quelque chose. Donc c'est très bien. Par contre, M. Acho, il a parlé aussi de création d'emplois, chose que malheureusement fait effrayer beaucoup de gens. Et malheureusement, il y a certains responsables, de hauts responsables, qui parlent de suppression d'emplois, ce qui malheureusement, ça fait mal. Alors, à votre avis, comment la digitalisation peut, bien sûr, on sait qu'il va améliorer la vie quotidienne du citoyen, à l'instar de Dubaï, à l'instar des pays scandinaves, comment il peut contribuer à l'inclusion financière et à l'inclusion sociale. Merci beaucoup. Ok, je pense qu'on a parlé de Smart City, mais en fait on pourrait parler même de Smart Nation, donc c'est au niveau étatique. Donc il y a des études qui ont été faites, un peu partout dans le monde. Nous avons une expérience avec plusieurs pays. Donc des pays qui n'ont pas incorporé le digital comme un levier de croissance économique, ils n'ont rien compris. Et là, je vous donne un exemple très simple. Vous connaissez la Finlande. Il y a quelques années, donc, le leader sur les téléphones portables, c'était Nokia. Donc Nokia représentait à peu près 15% de la bourse donc, de la Finlande. Alors, avec la chute de Nokia, c'est le Premier ministre qui a pris la décision. Il a dit, voilà, donc nous avons perdu 15%, mais on ne va pas rester les bras croisés. Donc il a dit, je vais mettre en place une stratégie de transformation digitale au niveau de la Finlande. En quelques années après, la Finlande, maintenant c'est le hub entre l'Europe et l'Asie. Ils ont mis en place une infrastructure de réseau de broadband qui est très solide, des câbles sous-marins,
Aujourd'hui, donc tous les gros data centers de Google, de Amazon, d'IBM, ils sont là-bas. Donc ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Quand on regarde l'exemple de Singapour, ils ont réussi parce que c'est le Premier ministre qui a drivé le projet de Smart Nation. Ces projets-là, ces projets ne peuvent réussir qu'il faut qu'ils soient gérés au niveau gouvernemental. Et il faut les prendre au sérieux. Parce que c'est des projets qui définissent je dirais donc l'avenir de la nation. Prenons l'exemple aujourd'hui du Maroc. Le Maroc, nous étions précurseurs sur le 4G. Mais maintenant, nous ne le sommes plus. Sur la partie réseau, sur la partie broadband, sur la partie fibre, nous sommes derrière plusieurs pays africains. Nous avons perdu des terrains. Sur la partie e-gouvernement, nous avons perdu du terrain. Et ça, c'est des indicateurs qui sont valables. Qui sont valables. Aujourd'hui, le digital crée de l'emploi, bien sûr. Aujourd'hui, plus on a de digital, plus on crée d'emplois, plus on crée de la valeur ajoutée, plus on crée de services, je dirais, donc, à valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, il y a des études, des pays qui ont investi dans la partie digitale, dans la partie broadband, ils ont gagné plus. Donc c'est des études qui sont là, aussi bien donc, dans les pays de le Moyen-Orient, en Europe, en Asie, donc les cas ne manquent pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je pourrais même compléter la réponse de ces Chekik qui était très pertinente. La disparition d'un certain nombre d'emplois n'est pas causée par la ville intelligente ou par la digitalisation. Elle est principalement causée par l'évolution de la race humaine. C'est l'humanité qui évolue dans ce sens, qui sont en train de laisser des habitudes ou de délaisser des habitudes qui ne sont plus commodes, qui ne sont plus pratiques, et qui adoptent de plus en plus de nouvelles habitudes. Il se trouve que ces nouvelles habitudes coïncident avec le digital. Donc lorsque un certain nombre d'emplois est supprimé, c'est un peu mauvais, mais non, parce qu'il y en a beaucoup plus qui ont été créés par le digital. Si on supprime 100, il y a 300 qui sont créés. Imaginez dans une ville intelligente un commerçant, un lauréat, un nouveau diplômé qui a la possibilité de créer une entreprise en 2 clics, ouvrir une boutique en ligne et commencer à vendre dès le lendemain. Ça n'était pas accessible avant. Là, il y a des jobs, il y a du travail qui a été créé de manière très fluide, très rapide, et qui aurait pu prendre plusieurs mois avant. Et ce commerçant, il sera exposé à une population connectée d'un très grand nombre qu'il ne pourra pas trouver dans les anciens métiers qui vont disparaître, dans les commerçants, je dirais, ambulants, ou les commerçants des quartiers. Un commerçant d'un quartier qui vend dans tous les quartiers de la ville. Donc, c'est très stratégique. La suppression des emplois est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'en regardant le nombre d'emplois qui seront créés, c'est immense. Merci Mohamed. Monsieur, si vous voulez vous présenter, s'il vous plaît. Donc, j'ai une double casquette en termes de formation. Je suis statisticien économiste, donc je suis très sensible aux data. Mais en même temps, je suis aménagiste urbaniste, donc je suis sensible à l'espace. Et on est en plein espace, donc Smart Cities. Je n'ai pas de questions très précises, mais j'ai un certain nombre d'éléments pour se compléter avec ce qui a été dit. Tout d'abord, je remercie les 2 intervenants qui ont pu un peu démystifier un peu le concept de la Smart Cities. Mais je retiens l'idée que fabriquer entre parenthèses une ville, une Smart Cities, c'est d'abord une vision, une stratégie. Mais avant, il faut mettre en place un système de gouvernance. Est-ce qu'avec le système actuel, là où il y a le ministère de l'Intérieur, là où il y a les communes, là où il y a les présidents des villes, etc., est-ce que c'est un bon modèle pour nous? Ou bien il faut le dépasser, il faut innover un seul? Parce que s'il n'y a pas toutes les littératures aujourd'hui de ce qu'on appelle de la digitalisation, ou bien de la transformation digitale, que ce soit des établissements ou bien des espaces, c'est le leadership. Donnez-moi, par exemple, aujourd'hui, une personnalité politique qui est dans le leadership de la digitalisation. Il y a quelques-uns, mais ils sont heurtés à un système de gouvernance qui est défaillant aujourd'hui. Donc il faut faire face au système de gouvernance pour avoir un centre de commandement, de vision, et c'est une vision partagée.
Si le Wali, avec le président de la commune, avec les associations, avec les établissements, avec ce qu'on appelle les démembrements de l'État au niveau des établissements publics ou bien des administrations, on n'arrivera jamais et on n'arriverait jamais à mettre en place du Smart Cities. Parce que c'est l'apanage d'une bonne gouvernance, d'un centre de vision, etc. et que chacun joue le rôle. Si on n'arrive pas à résoudre la gouvernance, on n'aura jamais à résoudre. On peut mettre en place certains, ce qu'on appelle de petits projets qui sont fragmentés. Aujourd'hui, il y a des villes qui sont avec des 60 millions de personnes, surtout en Asie ou bien les latino-américains, ils ont quelques expériences. Aujourd'hui, Casablanca, avec moins de 10 millions de personnes, on n'arrive pas à intégrer tout le monde. On n'arrive pas à inclure tout le monde. Donc, on parle des projets qui sont idéalistes, mais la base, il n'est pas là. Deuxième point et dernier point, la ville, comme l'a soulevé monsieur le ministre de la Culture, la ville, c'est un espace de vie, c'est un espace de culture. Il y a toute une différence entre l'urbain et la ville. On peut faire autant d'urbain, autant de modernité, entre parenthèses, de modernisation des espaces, des passerelles, des transports, mais si on n'arrive pas à créer du citoyen, la culture, la personne qui est active, qui contribue, qui participe, qui critique, qui innove, etc., on n'arrivera jamais à ce genre d'idéal. Et merci. Alors, juste une remarque par rapport à votre question, qui est une question pertinente. Nous, ce qu'on dit effectivement à nos clients quand on part sur des projets de Smart City ou transformation digitale au niveau des pays, on leur dit premièrement il faut réglementer et déréglementer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit ces projets-là, s'ils ne sont pas portés par les hautes instances au niveau gouvernement, ça ne marche pas. Donc j'ai cité tout à l'heure l'exemple de Singapour, c'est le Premier ministre qui a géré le projet. Donc on peut critiquer des pays comme l'Arabie Saoudite. Ils ont réussi leur transformation digitale, c'est le prince qui a géré lui-même la transformation digitale du pays. Donc c'est des projets qui sont très compliqués, ça demande de la gouvernance, ça demande de mettre en place des lois, ça demande les deux aspects réglementés et déréglementés, et si les politiques ne sont pas effectivement inclus dans ce type de projet, ça ne marchera pas. Mais bien sûr, donc il faut une vision globale, parce que qui dit Smart City ou Smart Nation, on parle de quelque chose de gouvernance. Donc on parle de l'éducation, on parle de la santé, on parle d'un écosystème qu'on va créer. Alors aujourd'hui, quand on prend des exemples de pays qui ont réussi dans le digital, c'est parce que tout simplement ils ont mis des lois pour obliger les institutions administratives à partager les données. Parce que si on ne partage pas les données, on ne peut pas créer l'écosystème. Premièrement, il faut mettre en place un réseau fiable, des hauts débits. On n'est encore pas là, au Maroc. Deuxième chose, il faut mettre en place ce qu'on appelle, il faut encourager l'open data. Si on n'a pas d'open data, on ne peut pas créer un écosystème. C'est avec l'open data qu'on peut créer un écosystème de e-gouvernement, de cloud éducation, de cloud de santé, etc. etc. Et c'est ça qui manque. Il y a un petit point à rajouter, c'est que les décideurs de demain, ce sont justement les ingénieurs qui sont ici présents. Et il faudra que l'initiative démarre à partir d'aujourd'hui et que pendant toute réflexion de mise en place de quoi que ce soit, dans l'aspect professionnel même, dans la vie même, et une dimension et une vue sur la ville intelligente. Les architectes, et là je fais la tâche avec l'espace de vie, les architectes, ils doivent considérer dans leur conception d'architecture l'intégration de l'intelligence de la ville, la disposition des caméras, la disposition de la luminosité, il y a pas mal d'aspects qui font différence entre, je donne l'exemple par l'architecture, mais ça se généralise sur l'ensemble des métiers d'ingénierie, sur un design d'architecture non orienté ville intelligente est totalement différent d'un design d'architecture orienté ville intelligente. Et ça, le choix, il est entre nos mains pour rejoindre l'utile à l'agréable, pour rejoindre l'obligatoire qui est la ville intelligente à le design et le travail architectural, ou le travail artistique, ou le travail médical, ou le travail mécanique, ou le travail comptable. Et tous les métiers rentrent dans la vision qu'on a. Et il faudrait que nous commençons à penser digital et intelligence pour faire aboutir et faciliter ce niveau d'évolution. Et certainement les décideurs, ils se retrouveront avec des contraintes.
parce que demain, j'aurai besoin de mettre en place une ville intelligente dans une région. Est-ce que j'ai suffisamment de ressources? Est-ce que mes ressources sont qualifiées? Parce qu'il ne suffit pas de mettre un investissement, de mettre de l'argent pour avoir une plateforme ou pour réaliser un projet. Est-ce que mes ressources sont qualifiées pour la gouvernance? Est-ce que j'ai mis en place tout l'aspect réglementaire pour faciliter cela? Il y a toujours un début, et le début, c'est certainement, ça démarre à partir d'ici. C'est certainement les décideurs de demain qui doivent réfléchir, parce que vous serez amenés à prendre des décisions, à conseiller demain, à faire de la conception demain. Et il faudrait commencer à penser ville intelligente et smart city dans tout ce que vous ferez. Oui. On me dit j'ai encore le temps de prendre quelques questions. Allez-y. Présentez-vous, monsieur. Ouais, merci, Madame la Présidente. En guise de présentation, Anouar Mzloub, acteur civil, et j'ai travaillé là-dessus un peu dans le cadre donc, de la mise en place d'une politique du numérique au niveau de la DID, l'Agence de développement digital. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association Mouvement des ingénieurs et l'ensemble des acteurs institutionnels qui ont répondu à présent pour l'accompagnement de ce débat-là, pour avoir cette tribune d'un débat mature, très spécialisé dans le cadre où il accompagne un peu la mouvance du débat public par rapport à la transformation digitale qui marque et qui façonne un peu le débat public dans le cadre de cette transformation qui s'affirme de plus en plus comme devoir pour l'État, et la mise en place de la DID dans ce sens-là témoigne d'une certaine volonté politique pure et dure. Si vous permettez, Madame la Présidente, donc, par rapport au même schéma de M. Achour et M. Mohamed, donc, qui est inscrit dans le même cadre, le quoi, le pourquoi, le comment. Donc l'aspect technique, l'aspect un peu gouvernance et l'aspect c'est quoi le smart city. Ma question c'est un peu s'inscrit dans ce même cadre, un peu de débat public dans le sens macro, la régionalisation avancée, la question de la réforme d'administration, la question de la performance et l'open governance, donc les enjeux d'opérationnalisation carrément de la Constitution, le droit d'accès des citoyens à l'information. Et comme on a parmi l'assistance donc les étudiants comme des startups de demain, où vous situez le Maroc par rapport à cette solvabilité de la superstructure, l'infrastructure et l'aspect gouvernance, c'est-à-dire l'aspect institutionnel, réglementaire par rapport à ce projet-là de Smart City vers un Maroc Smart de demain. 40%, 50%, 60%, etc. Merci. Ok, merci. Donc le Maroc où se situe aujourd'hui. Donc le Maroc aujourd'hui, donc il est pas très bien placé. Donc ça c'est pas moi qui le dis, ce sont des études, je dirais donc des organisations comme l'ITU et d'autres qui utilisent des index et des paramètres de classement. Aujourd'hui donc le Maroc il n'est pas bien placé, en tout cas déjà dans le haut débit. Aujourd'hui pour être concret sur le terrain, si je parle de fixe et de haut débit, nous sommes derrière l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, pour commencer. Donc sur la partie mobile 4G, ça va, c'est ok. Nous sommes précurseurs en Afrique, ça va encore. Donc la couverture des vols, mais sur le fixe, nous ne sommes pas bons du tout. Que ce soit au niveau de la qualité du service ou que ce soit au niveau du prix. Donc le prix pose un vrai problème. Et c'est là où je vais revenir, et c'est là où effectivement on attend l'aide de la part du gouvernement. Nous, Société Huawei, donc on a fait un investissement avec un opérateur local marocain. Nous avons mis en place un cloud, entre guillemets, je dirais souverain, parce qu'il est hébergé au Maroc, opéré par un opérateur télécom marocain qui est NUI. Mais aujourd'hui, quand on arrive, effectivement, on trouve des entreprises qui veulent adopter le cloud, ou qui sont déjà dans le cloud, mais ils sont à l'étranger. Mais ils veulent aussi donc, le prix de la connectivité. Et bien, le prix de la connectivité, c'est un frein. C'est un frein, donc c'est là, effectivement, on a besoin donc, de l'intervention de l'État, de l'intervention de l'agence digitale, de l'intervention de tout le monde pour mettre en place un vrai plan national de haut débit au Maroc. Sans ce plan national de haut débit au Maroc, rien ne se passera. Si on n'a pas une qualité de haut débit importante avec un prix raisonnable, on ne peut pas développer le digital. Le digital, ce n'est pas des applications ou des smartphones. Le digital, premièrement, ça commence par la base. Et la base, c'est quoi? La base, c'est le réseau, c'est le broadband et c'est le cloud data center. Donc ça, c'est vraiment la base nécessaire. Et sans le haut débit et le cloud data center, on ne peut pas aller plus loin. Après, on peut parler d'open data, on peut parler de beaucoup de choses. Mais il faut commencer par ça. C'est ça le commencement. Aujourd'hui, on n'a pas un national data center qui est digne de ce nom au Maroc. On n'a pas. Et qu'aujourd'hui, je vois mal des acteurs dans le digital ou dans les data centers du cloud venir au Maroc parce que nous n'avons pas une bonne couverture de haut débit et le prix très cher.
Voilà, donc aujourd'hui, donc la situation, elle est là, et donc, mais il faut qu'on commence. Il est aussi à mentionner que, je vais l'illustrer par un exemple un peu simpliste. Et si je vais dans une boutique en ligne, et j'ai un peu de temps, et je me dis, écoutez, je vais rentrer dans une boutique en ligne et je vais acheter des choses. Et je vais me retrouver avec plein de choses achetées, et aucune de ces choses que j'ai achetées ne répondrait à un besoin chez moi ou n'aurait aucune des valeurs ajoutées. Ça va rentrer dans un stockage chez moi et restera inutilisé, et certaines boîtes ne seront jamais ouvertes. Si je décide d'abord de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je voudrais acheter avant d'entrer dans la boutique, je sortirai avec une seule boîte ou deux boîtes qui seront très utiles et que je pourrai utiliser et je serai satisfait. On me dit j'ai encore le temps de prendre quelques questions. Allez-y. Présentez-vous, monsieur. Merci, Madame la Présidente. En guise de présentation, Anouar Mzroub, acteur civil, et j'ai travaillé là-dessus un feu dans le cadre donc, de la mise en place d'une politique du numérique au niveau de la DID, l'Agence de développement digital. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association, le mouvement des ingénieurs et l'ensemble des acteurs institutionnels qui ont répondu présent pour l'accompagnement de ce débat-là, pour avoir cette tribune d'un débat mature, très spécialisé dans le cadre où il accompagne un peu la mouvance du débat public par rapport à la transformation digitale qui marque et qui façonne un peu le débat public dans le cadre de cette transformation qui s'affirme de plus en plus comme devoir pour l'État, et la mise en place de la DID dans ce sens-là témoigne d'une certaine volonté politique pure et dure. Si vous permettez, Madame la Présidente, donc, par rapport au schéma, même schéma de M. Achouri et M. Mohamed, donc, il est inscrit dans le même cadre. Le quoi, le pourquoi, le comment. Donc l'aspect technique, l'aspect un peu gouvernance et l'aspect c'est quoi le Smart City. Ma question un peu s'inscrit dans ce même cadre, un peu de débat public dans le sens macro, la régionalisation avancée, la question de la réforme d'administration, la question de la performance et l'open governance, donc les enjeux d'opérationnalisation carrément de la Constitution, le droit d'accès du citoyen à l'information. Et comme on a parmi l'assistance donc les étudiants comme des startups de demain, où vous situez le Maroc par rapport à cette solvabilité de la superstructure, l'infrastructure et l'aspect gouvernance, c'est-à-dire l'aspect institutionnel, réglementaire par rapport à ce projet-là de Smart City vers un Maroc Smart de demain. 40%, 50%, 60%, etc. Merci. Ok, merci. Donc le Maroc où se situe aujourd'hui. Donc le Maroc aujourd'hui, donc il est pas très bien placé. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des études, je dirais donc des organisations comme l'ITU et d'autres qui utilisent des index et des paramètres de classement. Aujourd'hui, donc le Maroc, il n'est pas bien placé, en tout cas déjà dans le haut débit. Aujourd'hui, pour être concret sur le terrain, si je parle de fixe et de haut débit, nous sommes derrière l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, pour commencer. Donc sur la partie mobile 4G, ça va, c'est OK. Nous sommes précurseurs en Afrique, ça va encore, donc la couverture des vols, mais sur le fixe, nous ne sommes pas bons du tout. Que ce soit au niveau de la qualité du service ou que ce soit au niveau du prix. Donc le prix pose un vrai problème. Et c'est là où je vais revenir, et c'est là où effectivement on attend l'aide de la part du gouvernement. Nous, Société Huawei, donc on a fait un investissement avec un opérateur local marocain. Nous avons mis en place un cloud, entre guillemets, je dirais souverain, parce qu'il est hébergé au Maroc, opéré par un opérateur télécom marocain qui est NUI. Mais aujourd'hui, quand on arrive, effectivement, on trouve des entreprises qui veulent adopter le cloud, ou qui sont déjà dans le cloud, mais ils sont à l'étranger. Mais ils veulent aussi donc, le prix de la connectivité. Et bien, le prix de la connectivité, c'est un frein. C'est un frein, donc c'est là, effectivement, on a besoin donc, de l'intervention de l'État, de l'intervention de l'agence digitale, de l'intervention de tout le monde pour mettre en place un vrai plan national de haut débit au Maroc. Sans ce plan national de haut débit au Maroc, rien ne se passera. Si on n'a pas une qualité de haut débit importante avec un prix raisonnable, on ne peut pas développer le digital. Le digital, ce n'est pas des applications, des smartphones, etc. Le digital, premièrement, ça commence par la base. Et la base, c'est quoi? La base, c'est le réseau, c'est le broadband et c'est le cloud data center. Donc ça, c'est vraiment la base nécessaire. Et sans le haut débit et le cloud data center, on ne peut pas aller plus loin. Après, on peut parler d'open data, on peut parler de beaucoup de choses. Mais il faut commencer par ça. C'est ça le commencement. Aujourd'hui, on n'a pas un national data center qui est digne de ce nom au Maroc. On n'a pas. Et qu'aujourd'hui, je vois mal des acteurs dans le digital ou dans les data centers du cloud venir au Maroc parce que nous n'avons pas une bonne couverture de haut débit et le prix très cher. Voilà, donc aujourd'hui, donc, la situation, elle est là, et donc, mais il faut qu'on commence.
il est aussi à mentionner que, je vais l'illustrer par un exemple un peu simpliste. Et si je vais dans une boutique en ligne, et j'ai un peu de temps, et je me dis, écoutez, je vais rentrer dans une boutique en ligne et je vais acheter des choses. Et je vais me retrouver avec plein de choses achetées, et aucune de ces choses que j'ai achetées ne me répondrait à un besoin chez moi ou n'aurait aucune des valeurs ajoutées. Ça va rentrer dans un stockage chez moi et restera inutilisé, et certaines boîtes ne seront jamais ouvertes. Si je décide d'abord de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je voudrais acheter avant d'entrer dans la boutique, je sortirai avec une seule boîte ou deux boîtes qui seront très utiles et que je pourrai utiliser et je serai satisfait. C'est ce qui se fait actuellement au niveau de la digitalisation. Je fais le rapprochement au niveau de la digitalisation au Maroc. Il y a certainement une absence ou une non-clarité au niveau de la stratégie. Parce que j'ai besoin de mettre en place de la digitalisation pour faire quoi? Il faut toujours avoir cette question. Parce que c'est à partir de la stratégie, des sujets similaires, tout projet qui commence en stratégie est déterminé à l'échec. Sauf par hasard. La réussite dans des projets qui ne commencent pas par une stratégie est un fait de hasard. Ça, je peux le garantir. Parce que si je ne mets pas en place des objectifs, je vais naviguer dans le brouillard. Si j'arrive à destination, c'est une coïncidence. Mais arithmétiquement, scientifiquement, je ne peux arriver à ma destination que si j'ai les étapes, que si je connais la destination déjà. Donc il faudrait que je connaisse ma destination avant d'entrer dans mon véhicule, avant de démarrer ma voiture, pour savoir combien de gasoil je dois mettre, combien de bagages, est-ce que je ramène une bouteille d'eau, est-ce que je ramène un chapeau, etc. C'est aussi simple que ça. Donc, dans tout le pays, le Maroc ne fait pas l'exception. Dans tous les pays du monde, tout projet de digitalisation, et surtout la digitalisation, parce que c'est de la science exacte, parce que je dois répondre à des besoins qui sont ressentis par les citoyens. Parce que j'ai quelqu'un qui va qualifier ma performance et qui va qualifier ma qualité. En fin de compte, je dois me retrouver avec un citoyen content ou un citoyen non content. Ou un citoyen entre les deux, qui ne fera pas office de qualification. Mais je dois me retrouver sur l'une des deux bornes. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'aller vers un citoyen qui est content. Et pour le faire, je dois recenser, je dois décortiquer ce citoyen. Il a besoin de quoi? Ce sont des besoins généralement primaires, simples, faciles à satisfaire. Il a besoin de pas trop se mobiliser, il n'a pas besoin de trop de paperasse, il a besoin de médicaments apportés, il a besoin de services apportés, il a besoin d'être entendu, etc. Ce sont des besoins qui sont légitimes, qui sont très simples. Il faut juste les connaître pour pouvoir y répondre. Et je crois que toutes les technologies existent maintenant, même les technologies entrée de gamme, à savoir qu'on a la chance d'avoir des structures telles que Huawei, telles que des structures qui ont toute la technologie du monde apportée sur le territoire, mais toutes les technologies pourront répondre à des besoins qui sont identifiés. Donc il faudra commencer par identifier. Merci Mahmoud. Ceci dit, juste une chose, donc, le tableau n'est pas complètement sombre quand même. Nous avons réussi à une belle réussite d'un projet donc, de CFCC, une vraie réussite de ville sécurisée, donc la vidéosurveillance à Marrakech. Et je suis vraiment fier de partager avec vous, je dirais, cette référence. Et elle évolue très très bien. Donc elle évolue très bien. Et nous souhaitons faire la même chose dans d'autres villes, voire la même chose dans Casablanca, à Rabat, à Tanger, à Agadir, etc. Et d'autres petites villes, il ne faut pas oublier les petites villes comme Settat, Jizida, Asfi. Bien On prend toujours comme référence les grandes villes, mais on oublie Bien sûr. les petites villes. Mais croyez-moi que la petite ville est beaucoup plus accessible à la ville intelligente qu'à la grande ville. Parce que l'effort en termes de structure, d'infrastructure et en termes d'intelligence, il n'est pas volumineux. Il y a tout à faire dans le niveau du pays. Et la gouvernance, elle est plus gérable. Généralement, dans les petites villes, il y a, dans notre cas au Maroc, la plupart des petites villes ont beaucoup de potentiel d'évolution. Ils ont des routes à refaire ou à maintenir, ils ont des structures à bâtir, et ils ont actuellement, avec la régionalisation, ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre. Et donc ils ont toutes les chances pour bâtir une petite ville. On prendra une dernière question avant de passer la parole à professeur Daoud. Oui. Bonjour, chimie, ingénieur. Donc je commence là où vous avez fini. Ma question c'est diviser un petit peu la ville au monde rural.
les petites villes et même les communes, les petites communes. Donc, vous avez dit pour l'expérience de la sécurité ou la vidéosurveillance, pour des petites communes, juste 3 ou 4 caméras, ça peut gérer l'affaire. Avec 4 ou 5 éléments de gendarmerie royale peuvent régler tout ça. Et on sait avant que pas mal de problèmes dans les villes, ça commence par le monde rural. Ça commence par les droits et ça finit dans la ville. Et vice-versa. Ça commence dans la ville et finit dans les... Donc il faut faire ce genre de complémentarité entre le monde rural et la ville. Et faire des objectifs et s'attaquer au monde rural pour ne pas priver ce grand monde de ces solutions. Ça en première pour la solution de sécurité, mais aussi on a, puisque le Maroc, la première activité c'est l'agriculture, donc vous avez dit capter les éléments pour les barrages, pour la pluviométrie, etc. Donc il ne faut pas négliger le monde rural, il faut s'attaquer aussi pour cette question aussi du monde rural. Merci. Là, pour clarifier ce point, la notion de la ville intelligente, elle a tellement évolué depuis son apparition. Au début, on parlait de ville intelligente, après on commence à parler de communauté intelligente, et là, dernièrement, on commence à parler de l'intelligence collective. Donc c'est une évolution qui apporte les valeurs de la ville intelligente à une population, à une communauté qui est plus réduite en nombre. Donc on parle déjà d'une communauté, ça peut être un quartier intelligent. Et on parle, après cela, on parle de l'intelligence collective, qui est un groupe de personnes qui échangent des données entre eux et qui deviennent intelligents dans leur prise de décision. Donc la notion de la ville intelligente est une notion à appliquer sur toute population, regrouper toute communauté qui a la volonté, qui a le besoin d'aller vers l'intelligence. Merci. Je vais donner la parole au professeur Bendaoud. Tout à l'heure, on a parlé du bien-être du citoyen et le bien-être du citoyen passe par la culture. Alors, professeur Bendaoud va nous parler de la culture dans l'ère digital. Professeur Bendaoud, merci. On l'applaudit. Bonjour, je voudrais tout d'abord commencer par remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce 3e salon. Et j'ai le grand plaisir de vous parler aujourd'hui du rôle que peut jouer la culture scientifique pour un projet de ville vraiment intelligente. Alors si on parle de ville intelligente, ce qui vient d'abord à l'esprit, c'est l'utilisation des nouvelles technologies à grande échelle, ça a été clairement expliqué, l'utilisation donc des traitements des données à grande échelle également, les objets connectés, les 5G. Et je peux dire, on oublie un aspect qui est l'aspect humain. On dit toujours, c'est vrai, que l'humain se trouve au centre de cette affaire-là, et que toutes ces technologies, c'est finalement pour son bien, c'est pour améliorer son quotidien. Ça reste quand même un concept sur la pratique, sur le terrain, ça reste un peu flou. Est-ce que les habitants s'approprient ces technologies, ces innovations, ou alors sont-ils de simples consommateurs? Est-ce qu'une ville intelligente nous aide à avoir des citoyens intelligents? Est-ce que la réciproque est vraie? Tout ça, pour reprendre peut-être un exemple, il y a effectivement, on peut mettre au point un processus qui facilite la vie, par exemple payer ses factures à distance. Mais est-ce que ça va être approprié par l'ensemble des citoyens? Ça reste pas évident du tout, parce qu'il se peut qu'une invention qui soit sur le papier extrêmement utile ne trouve pas une adhésion totale. On peut se demander pourquoi. Et finalement,
ce que je souhaiterais, l'hypothèse que je souhaiterais valider avec vous aujourd'hui, c'est que la culture scientifique peut jouer un rôle fondamental lorsque l'on veut construire une ville intelligente. On peut s'arrêter un petit moment et se mettre d'accord sur le concept même de culture scientifique. Qu'est-ce que ça cache? Quand on parle de culture scientifique, c'est d'abord le partage des savoirs qui permet à chacun de nous d'aborder les nouveaux enjeux liés à l'accroissement des connaissances scientifiques techniques, ces connaissances qui s'accélèrent, qui augmentent très très rapidement. Le but de la culture scientifique, ce n'est pas de connaître les équations et les théories qui sous-tendent ces innovations, mais de comprendre leurs enjeux sociétaux. Et donc ce n'est pas quelque chose qui est accessible seulement à une petite communauté, mais qui peut être débattu par l'ensemble des citoyens. Et donc c'est la discussion, le débat sur les implications sociétales des innovations technologiques et scientifiques. Et bien évidemment, ça passe par un échange entre la communauté scientifique et le grand public. Et ça suppose aussi une approche pluridisciplinaire et transversale, pas du tout cloisonnée. C'est-à-dire qu'un mathématicien ne va pas réfléchir sur les mathématiques tout seul. On ne réfléchit pas sur une branche des sciences, mais il faudrait traiter toutes les questions, les problèmes dans une complète pluridisciplinarité et en tenant compte de la complexité et du décloisonnement qu'il y a entre les disciplines. Partant de cette tentative de définition, on peut proposer deux scénarios et voir lequel peut-être conviendrait ou pouvons-nous en tout cas tenter pour une ville intelligente. J'ai proposé deux scénarios, et il y en a probablement beaucoup plus évidemment, et j'ai choisi ces deux-là parce qu'ils sont un peu naïfs et extrémistes aussi. Donc le premier scénario, c'est on a une élite scientifique qui possède la connaissance et le reste du monde, le reste de la population, il est indifférent à ces questions-là, et voire même méfiant par rapport à ce qu'on appelle des progrès de la science et de la technique. Le deuxième scénario, c'est lorsque il y a une large appropriation de la culture scientifique et technique par la société, lequel des scénarios vous tente. Si on demande aux scientifiques, peut-être seront-ils intéressés par le premier scénario. Pourquoi? Parce que dans le cas de ce scénario, le scientifique est dans sa tour d'ivoire, il n'a pas besoin de communiquer, il n'a pas besoin de justifier les objets de sa recherche, ni de discuter de ses applications. Et c'est tant mieux parce qu'il n'a jamais été formé pour le faire. Un chercheur scientifique n'a jamais été formé pour discuter, débattre avec le grand public. Et ça ne fait pas partie de son boulot. Et il n'est pas rémunéré pour ça. Et ça ne compte pas dans son avancement. Donc c'est mieux comme ça. Pour les décideurs, puisque quand même c'est une partie de la population qu'il faut considérer, elle joue un rôle un peu particulier. Qu'est-ce qu'elle va choisir? Est-ce qu'elle va discuter avec les financiers, les économistes, les politiciens, et puis faire des choix? Ou est-ce qu'elle va choisir de créer un débat sociétal pour décider de façon démocratique et réfléchie des orientations? Est-ce que cette culture scientifique ne va pas plutôt être un frein pour une certaine stratégie? Donc il n'est pas évident que tout le monde irait choisir le scénario 2. Mais
si l'on regarde les objectifs du développement durable définis par l'ONU et acceptés par tous les pays, il n'y a pas un seul objectif qui ne bénéficierait pas d'une large diffusion de la culture scientifique. Bien sûr l'éducation, mais pas seulement. La santé, l'eau, la paix, donc la vie terrestre, l'environnement, tous ces objectifs bénéficieront d'une large diffusion de la culture scientifique. Alors, si on adopte cette idée, on veut diffuser la culture scientifique, mais comment? Peut-être qu'il faudra considérer au préalable certains points. J'ai mis seulement 5 points, mais bon, on peut en trouver pas mal d'autres. Comment on a accès à la culture scientifique, avec quelle structure, avec quels médias, avec quels médiateurs. Parce que pour accéder à la science, il faut des médias spécifiques pour le public. Et il faut une certaine médiation, parce que tout passe par le langage finalement. La science reste assez abstraite la plupart du temps, et pour réfléchir sur des concepts, il faut passer par le langage de la médiation. Alors comment tout cela s'opère? Comment nous enseignons les sciences? Aussi une question. Actuellement, la science est enseignée comme un savoir, un ensemble d'équations qu'il faut appliquer dans certaines apprendre par cœur et appliquer, alors que ce n'est pas la seule façon, évidemment, d'enseigner les sciences. Les sciences, c'est plutôt un esprit curieux, c'est plutôt une démarche que l'on applique à n'importe quel problème, ou presque, pour essayer avec cette démarche de trouver donc des solutions après observation, après investigation, et il faut revoir tout ça. L'éducation ouverte, sans ouverture, on ne peut pas vraiment penser d'une appropriation large des sciences. Et ce que je vais essayer de faire jusqu'à la fin de cet exposé, c'est de vous présenter un exemple, de vous présenter quelques réalisations que nous avons effectuées à l'aide de essentiellement 3 structures. Donc, chronologiquement, il y a eu la création au sein de l'université Fadaïla de Marrakech, un club de journalisme scientifique représenté en bleu au centre. Et je vous parlerai un petit peu plus de ce club. Je vous parlerai aussi du réseau national pour la promotion et la diffusion de la culture scientifique et technique, RSST, qui est adossé au CNRST au Maroc. Et je vous parlerai aussi comment ça s'articule, et d'une structure finalement associative qui est le Centre Médersa pour l'éducation et la culture scientifique. Donc le club du journalisme scientifique, chronologiquement, c'est le point de départ, créé en 2002. Et dès le départ, il a été ouvert à tous les étudiants d'abord de la faculté des sciences, mais comme les sciences, on ne peut pas les cloisonner uniquement à ce qui est enseigné dans une faculté des sciences. On a besoin d'histoire, on a besoin d'économie, on a besoin de philosophie. Donc ça a été ouvert à toute l'université. Au départ, le but, c'était de proposer des activités où les étudiants sont, disons-le, consommateurs. Mais très vite, après 1 ou 2 années, on a compris que ce n'est pas ce qu'il faut rechercher, mais il faut plutôt que les étudiants soient producteurs du savoir et soient médiateurs. C'est-à-dire qu'ils jouent un rôle d'interface avec un public beaucoup plus large que le public universitaire. Et donc l'objectif de ce club, c'est de réfléchir sur la portée sociale, éthique, culturelle de la science, c'est de vulgariser la science, pousser les étudiants à le faire, développer l'esprit critique, ce qui manque beaucoup, et éveiller la curiosité. Et finalement,
diffuser la CST vers un large public. Donc, beaucoup de partenariats de distinction. Nous avons été lauréats d'un programme S4 bis à 4 reprises, lauréat du programme PCST de l'IFT à 3 reprises, lauréat d'un grand programme OIF, et puis avec le CNRST, nous avons été lauréats de 5 projets qui sont conventionnels. Donc c'est une reconnaissance et c'est une reconnaissance sur la qualité du travail réalisé. Ensuite, deuxième structure, comme il a été créé dans ce club dans le cadre de notre université, d'autres universités ont créé une structure pareille et nous avons aussi participé à les aider pour ça. Et nous avons souhaité constituer sous le chapeau du CNRST marocain un réseau national pour plutôt échanger, mutualiser les expériences. Et donc, le réseau a été créé, il a fonctionné de 2008 jusqu'à 2012. Et donc nous avons eu l'honneur d'être un membre fondateur de ce réseau. Et ces objectifs, c'est les mêmes que les objectifs de club. Diffuser la culture scientifique, contribuer à la réflexion citoyenne, etc. Mais en plus, il y a certains objectifs qui sont plus, qui ont une tendance plutôt nationale. C'est par exemple la contribution à la valorisation des métiers de la recherche. C'est un club qu'on ne peut pas le faire, mais au niveau national à Rabat, c'est possible. Éveiller des vocations scientifiques, oui, ça aussi c'est une réflexion un petit peu au niveau ministériel. Et renforcer au niveau qualitatif et quantitatif les capacités nationales en matière de CST. Et puis finalement, en 2010, il y a eu la création d'une structure associative, Centre Médersa, qui est constituée par les éléments qui étaient très productifs dans le cadre du club journalisme scientifique. Et comme distinction, nous avons pu avoir des conventions multiples avec l'Académie Hassan II, des sciences techniques, avec le CNRS français, avec Cassiopée et l'HTBT, qui sont deux centres de culture scientifique, technique et industrielle placés en Drôme et en Ardèche, en France. Les objectifs, bien sûr, on retrouve la même chose, diffuser la culture scientifique, mais aussi quelque chose de plus disons, avec une coloration associative. Donc, par exemple, l'intérêt, l'importance est donnée aux citoyens. Nous nous inscrivons dans la dynamique de la stratégie nationale du développement humain. Donc, c'est cette mouvance-là qui anime finalement tout cet élan. Parmi les objectifs, c'est de répondre aux attentes des collectivités locales. Donc, il y a une écoute et un partenariat à réaliser de ce côté-là. Et évidemment, on souhaite aussi toucher les médias, la presse, pour améliorer la qualité de l'information scientifique des citoyens. Pourquoi il faut travailler dans ce sens? Parce qu'il ne faut pas laisser le champ libre. Quand le citoyen manque d'informations scientifiques, il se rabat sur des informations, de la désinformation qui est véhiculée par, disons-le, des charlatans, des non-experts dans le domaine, et puis sous ce qui mène à tous les extrémismes, ce qui mène à une malcompréhension des principes religieux, ce qui peut mener à vraiment une pauvreté intellectuelle déplorable. Et donc il faut que la culture scientifique puisse occuper le terrain, puisse fournir une réponse à cette demande qui est là, qui existe. Alors, brièvement, je vais parler des principales réalisations. Donc, nous avons en route un festival du film scientifique depuis 2006 et donc 11 éditions jusque-là. L'idée de ce festival est simple, c'est de permettre au public de Marrakech, au grand public, de voir des films qui sont très récents,
qui n'ont jamais été montrés ou qui viennent tout juste de sortir, et de faire en sorte que ces films soient un sujet de débat avec des spécialistes locaux. Et donc, parmi les activités qui sont diverses dans ce festival, il y a évidemment l'aspect débat, l'aspect film. Il y a plusieurs films qui sont passés à Marrakech en tout premier lieu et qui ont obtenu des prix prestigieux dans d'autres festivals, celui de Paris, par exemple. Et donc, le choix, la programmation a fait en sorte que ce soit vraiment une possibilité unique pour le public de Marrakech de voir en avant-première des films très intéressants. Il y a aussi dans la programmation du festival des expositions, chaque année sur une thématique différente, et il y a aussi des ateliers. Et ça c'est extrêmement important. Donc ce que l'on souhaite faire, c'est vraiment diffuser la culture scientifique. Il y a très peu de paillettes, il faut le dire. Il n'y a pas de grandes stars qui sont invitées dans ce festival, en tout cas pas ceux qu'on a l'habitude d'appeler grandes stars. Mais il est sûr que quand on reçoit un éminent historien des sciences, par exemple, c'est le genre de grand star que nous souhaitons recevoir dans ce festival, par exemple. Et il y a aussi des ateliers qui sont réalisés avec un public qui en a le plus besoin, qui n'a pas d'autre possibilité d'avoir ce type d'atelier sans cette occasion, sur diverses thématiques, police scientifique, comment on fait une analyse d'ADN, un prélèvement et une analyse d'ADN, par exemple, comment on fait une observation astronomique, etc. Il y a aussi un concours national qui a été mis en route pendant 4 ans. Il a eu l'appui du CNRS français. On voit la directrice de CNRS Image qui soutenait ce concours. Il a été aussi soutenu par l'IRT. On voit la directrice de communication de l'IRT qui est venue soutenir ce concours. Et ce concours a donné la possibilité de réaliser plusieurs films à l'intérieur même de notre université. Certains ont obtenu des prix. Parmi les activités que nous avons, c'est la création d'expositions. Je citerai une exposition sur l'eau, qui a une autre sur l'argalier. Les deux ont fait le tour de pas mal de pays. Celle sur l'eau a parcouru, je ne sais pas, j'ai compté une fois, quelques dizaines de milliers de kilomètres. Voilà, et donc c'est des expositions que nous créons sur place après. Beaucoup d'investigations, après de recherche sur le terrain, après de la documentation, après des interviews. Et nous présentons bien entendu des expositions que nous n'avons pas créées et que nous en avons présenté une trentaine. Par exemple, عندما تكلم العلم بالعربية conversation par l'arabe en présence de son commissaire, donc Ahmed Jabbar. Et je citerai aussi comme activité les cafés des sciences. C'est un concept très intéressant. C'est donc dans un lieu public, une discussion entre le grand public et des spécialistes. Et donc, par exemple, les thématiques que nous avons abordées, c'est l'avenir de la céramique au Maroc, avec un artiste, un designer, un chimiste comme expert, quelles énergies pour demain, avec des décideurs marocains et puis des directeurs de société, le changement climatique, dans l'optique de l'économie et puis de l'écologie. L'art gagné, l'architecture, donc ce sont des thématiques que nous avons abordées dans ces questions-là. Voilà, parmi nos partenaires, il y a donc les partenaires que je n'ai pas encore cités, il y a l'Institut français du Maroc, les académies, la ville, mais très peu, des villes étrangères, oui,
D'autres festivals internationaux de films scientifiques, oui. Celui de Marseille, celui de Paris, un festival en Inde, un festival à La Réunion, qui ont été nos partenaires, qui on a pu montrer les films marocains grâce à ce partenariat, très loin, et recevoir par cette proposition d'un modèle qui pourrait probablement fonctionner au Maroc, vu les spécificités de notre culture, de notre environnement. Donc c'est la Cheville ouvrière, ça serait probablement un centre universitaire, club, centre universitaire, qui est intimement lié avec une structure associative. Donc les deux fonctionnent comme la cheville ouvrière, mais avec un système de concertation, de partenariat très fort. Avec quoi? Avec un réseau national. Parce qu'il faut le dire, le réseau national que nous avons créé de 2008 à 2012 a quand même beaucoup facilité les choses. Et un partenariat et une coopération au niveau international, ça c'est nécessaire. Être à l'écoute du tissu socio-économique aussi, et avoir la légitimité et la validation de l'université, parce que l'activité. Mais évidemment, ce qui nous a beaucoup manqué jusqu'à présent et ce qui est fondamental, c'est d'avoir le soutien du Conseil de la région et du Conseil communal. Une structure comme celle-ci pourrait avoir lieu dans chaque région du Maroc. Si elle fait bien son travail selon un cahier de charge bien défini et concerté, ça devrait quand même changer pas mal l'environnement quotidien. Et est-ce que ces nouvelles technologies, cette manière de faire, n'a pas aussi ses limites? Mais voilà ma petite question. Oui, merci pour cette question. Si vous permettez, je vais juste réagir. La Madina Fadrila, ça vient de la français grec. Et les Grecs aussi sont ceux qui ont inventé la démocratie. Le concept même de citoyen, il est au cœur de cette réflexion. Est-ce qu'on peut imaginer un citoyen vivre dans une ville démocratique, donc il peut débattre, mais il n'a pas la connaissance. Donc il va être influencé par quoi? Par des choses absurdes. Il va être influencé par des a priori. Et si, sans une culture scientifique, qui est un prérequis à la démocratie, cette démocratie, dans un sens, elle peut même être nuisible. Et donc, c'est ce concept même de citoyen qui est au cœur de la question. Et donc, si on souhaite aller vers une démocratie, il faut comme prérequis travailler dans le sens de la méthode scientifique qui est largement partagée par le citoyen. Entendre Shamsken, un homme de culture. L'être humain qui est le citoyen évolue, et la technologie elle essaie de rattraper ce décalage. Et la technologie elle vient pour compenser le volet démocratique dont bénéficiait le citoyen dans tout ce qu'il ressent. Un dernier point sur la recherche scientifique. Dans tous les pays du monde, tous les pays qui réussissent la recherche scientifique, elle fait partie de la souveraineté nationale. La recherche scientifique est quelque chose qui est très sacré. Il faut qu'il soit vu en tant qu'un élément, je dirais, parallèle à tout ce qui se passe ailleurs, à toutes les autres activités. La recherche scientifique ne doit pas rentrer dans la ville intelligente, elle doit créer la ville intelligente. Et c'est un aspect, c'est un volet qui doit être considéré comme un genre à part, comme une entité souveraine. C'est vraiment l'existence de cette nation qui dépend de sa capacité d'évoluer, de sa capacité d'évoluer. Je pense aussi on parle aussi des talents, parce que dans un projet de Smart City ou Smart Nation, on ne peut pas réussir s'il n'y a pas des talents. Parce qu'on a parlé aujourd'hui des ingrédients, donc il y a la partie réseau, la partie cloud data center, il y a ceci, l'intelligence artificielle, mais on a besoin de talents, on a besoin de former des gens. Et dans le framework, la méthodologie qu'on propose à nos clients, à nos partenaires, les composantes de base,
les talents en fait partie. Et aujourd'hui, pour pallier aussi à la culture, quand on regarde un pays comme l'Ouganda, il réussit dans le digital. Or, il y a quelques années, il était dans la guerre civile. Pourquoi? Parce que c'est une volonté aussi du Premier ministre. Et le président. Le président lui-même, il est dans le digital, il communique dans le digital. Aujourd'hui, l'Internet, elle est gratuite. Donc, ils ont lancé donc, par l'aide de communauté européenne, donc un satellite qui a été lancé pour couvrir le pays avec l'accès Internet à toutes les écoles des universités gratuites. Et donc ça permet de développer une culture digitale. Merci pour vos interventions. Une dernière question pour clôturer ces deux panels. Et je ne pouvais pas ne pas me permettre de poser cette question parce qu'elle est en relation avec l'objectif même du salon, qui est le salon de l'ingénierie durable. Donc ma question, c'est toutes ces solutions-là qui sont proposées pour la construction d'un ville intelligente, est-ce qu'il y a des solutions technologiques vertes, ce qu'on appelle le Green IT? La raison d'exister même de la ville intelligente est justement, elle ne se justifie que lorsque la ville est durable, lorsqu'elle utilise des moyens qui sont non nuisibles à la planète, qui rapportent le maximum de valeur ajoutée avec le moindre effort, et qui sont durables, écologiques et qui sont optimales. Donc même ce que j'avais précisé au début, la notion intelligente ou la notion d'intelligence dans le nom ville intelligente, il ne vient pas de l'intelligence, c'est-à-dire la capacité de prise de décision autonome, mais il vient de l'optimisation beaucoup plus. Donc lorsque les ingrédients de la ville intelligente la qualifient de ce terme d'intelligente, cela veut dire qu'ils ont optimisé tous les process, ils ont optimisé toutes les ressources, ils ont réutilisé par exemple les déchets, ils ont optimisé le déplacement par exemple des différents services publics, par exemple pour la collecte des déchets, il y a des indicateurs qui disent que est-ce que le conteneur est plein ou pas plein, est-ce qu'il y a besoin de se déplacer? Ça réduit le coût, ça réduit l'émission de CO2, ça réduit l'effort déployé et ça optimise tout un processus. Et ça, c'était un exemple, je dirais, le plus simple. Et les exemples sont légion, les exemples sont nombreux. Certainement, il n'y a pas de ville intelligente lorsqu'il n'y a pas optimisation et écologie. Ça, c'est certain. Oui. Deux interventions. Vous voulez bien vous présenter? Oui, bonjour, Reda Aki, universitaire, consultant international, membre du mouvement des ingénieurs. La plus importante, ce que je voudrais intervenir, c'est que, comme il disait Semsken, les deux sujets se complètent. Mais ce que je voyais, c'est qu'il y a quand même un mur entre les deux, qu'on devait un peu éclaircir. Pourquoi cette réussite au niveau de la culture scientifique? Il devait commencer premièrement par les grands problèmes maintenant, ce qu'on voit du primaire dans l'enseignement et de tout ça, ça commence par au départ. Mais ce que je vois, c'est que le plus important, ce qui a été montré, c'est que l'objectif scientifique au niveau du développement durable, c'est une base importante, une porte d'entrée pour mettre cet objectif en réalisation et mettre cette technologie de digitalisation et de smart et tout ça pour réussir toute la politique de gouvernance dans l'objectif de développement durable. Comment vous voyez ce lien qui soit mis en place au niveau du projet réalisateur avec des objectifs clairs pour réussir cette culture scientifique? La recherche scientifique ou la science en elle-même est gérée globalement de deux façons différentes. Il y a deux doctrines. Il y a des pays qui disent que c'est une activité noble et qui doit être autonome et qui doit voler par ses propres ailes. Ça ne fait pas trop évoluer. Il y a d'autres qui disent que c'est une activité, comme je viens de mentionner, souveraine, c'est une activité
qui est motrice pour l'évolution du pays, et il faut qu'il y ait une force pour pousser la recherche scientifique, pour pousser la science. Parce que si je laisse la science évoluer par elle-même, il va évoluer très doucement, alors que la technologie ailleurs, la science ailleurs, évolue de manière très accélérée. C'est une question de nation, c'est une question propre à chacun des pays. Donc j'ai le choix, en tant que pays, en tant qu'État du Maroc, j'ai le choix d'importer la technologie ou de créer la technologie, ou de faire le mix entre les deux, ou de tout importer et ne rien créer. Donc, ce choix-là, il fait que, est-ce que je laisse la recherche scientifique, est-ce que je laisse la science voler par ses propres ailes, je la délaisse en quelque sorte, et qu'elle évolue, elle ne va pas mourir parce que c'est une raison d'existence de l'humanité elle-même, mais elle va évoluer très doucement. Ou bien est-ce que je lui donne la force, est-ce que je la pousse à évoluer, à dépasser même ce qui est fait ou à rentrer en concurrence avec ce qui se fait ailleurs, comme ça je serai un des États producteurs de la technologie. Il faudrait se positionner, est-ce que je voudrais être consommateur, pur et parfait, donc j'importe toutes les technologies, ou bien je me positionne en tant que créateur. Je ne sais pas si ça répond au moins partiellement à votre question. Alors, en continuation avec ce qu'a dit Reda, c'est vrai que quand on parle de recherche scientifique, on a tendance à penser que la recherche scientifique nécessairement doit voir le jour dans les universités. Or, on voit des modèles à l'étranger où il y a partie de la R&D dans les entreprises. Donc, qu'en est-il de l'apport aussi des entreprises dans la research and development, tout ce qui est recherche aussi scientifique? La recherche scientifique, dans ce terme, elle se fait globalement, généralement, dans les universités. Donc les bases de la science, elles sont créées au niveau des académies. Par contre, l'innovation, la création, la concrétisation de ces recherches en produits utilisables, en produits utiles, en solutions à des problèmes, ça se fait dans les labos des sociétés. Et une société, une entreprise qui n'a pas de département de recherche scientifique, soit qu'elle vend que du service importé bien emballé, soit qu'il ne sera pas en capacité d'offrir à ses clients des solutions à des problèmes. Donc la recherche scientifique, pour récapituler, se divise en deux parties. Il y a la science qui est gérée par l'académie parce que les prérequis de la science dépassent les capacités des entreprises. C'est une science humaine qui nécessite beaucoup de potentiel et de background et de capacité. L'entreprise vient utiliser ces connaissances scientifiques pour les apporter concrètement à la résolution de problèmes ressentis par ses clients, par les citoyens, par les consommateurs. Abdullah Skiwi, ingénieur en recherche au service des nouvelles technologies énergétiques au ministère de l'Énergie. Mon mot il sera mélangé un petit peu en arabe, mais le message est le plus important pour le transmettre. Je remercie les organisateurs parce que c'est un événement qui normalement est très riche par les interventions des professeurs. Mais j'ai trois petits points. Ce ne sont pas des questions, mais pour compléter, pour vous mettre au courant de ce qu'on fait. La recherche scientifique, les technologies au Maroc, c'est à la fois l'évolution, il y a une évolution qui est très grande. Au niveau du ministère de l'Énergie et des Mines, le moment de l'élaboration de la stratégie énergétique nationale, qu'on est fiers des Marocains, c'est qu'on a fait, parmi les mesures d'accompagnement, ce sont les mesures, on a signé des conventions avec le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur pour encadrer et former des gens. Alhamdoulilah, actuellement j'étais à l'université Mohamed V, à la faculté des sciences, des étudiants en licence, les blocs qui trouvent les smart cities et l'automatisation. C'est pas ça le grand problème, je crois. Maintenant, au niveau du ministère de l'Énergie et des Mines, on a un institut de recherche des énergies renouvelables et nouvelles à Belgrade. Normalement, il a deux avec l'université de Kazaïa, je crois, de ça. Il y a une plateforme, c'est la première qu'on a fait. Le problème, pour créer les villes intelligentes, tout à l'heure, elle a des petites villes et les communes. J'étais à Sfro dernière. Ils ont fait un événement sur les villes intelligentes. Le citoyen marocain, il a besoin,
En premier lieu, en plus de technologie, il y a des études universitaires qui sont très poussées. أنا نمشي للمقاطعة على الأقل علاش غادي نمشي للمقاطعة خصني منظري نتيري ليكستراي وخصني أنا نتيري هذا il va favoriser l'éducation, le citoyen qui vient tout à l'heure. Le problème est de culture et d'enseignement. Je crois, en plus de la stratégie énergétique nationale qu'on a commencé avec le solaire et l'éolien, le ministère de l'Énergie et des Mines a lancé dernièrement une étude qui va achever dans les 2 mois prochains, c'est pour élaborer une stratégie de la valorisation énergétique de la biomasse. Qui dit la biomasse, dit les déchets ménagers, dit les eaux usées et dit l'agriculture. Parce qu'on a un très grand problème, il y a beaucoup d'intervenants dans ce secteur. Il a besoin la sélection sélective pour faciliter la tâche et valoriser ces déchets. On va commencer par l'école. Si on fait par la Chine, par exemple, pour le savoir, j'ai fait 5 formations en Chine, je connais très bien le pays. Au Rwanda, le professeur il a parlé au Rwanda. Au Rwanda, c'est vrai, on a un exemple en Afrique, ولكن اعتمدوا على العنصر البشري qui a évoqué M. Le côté social et l'éducation à travers l'école, il y a une évolution de au Rwanda ou en Chine. Donc, il faut une volonté politique. Les technologies ou les smart cities qu'on peut réaliser, il y a les Marocains, nous sommes des leaders actuellement dans certains domaines. Quand je vois des Marocains, des étudiants, quand je vois des salons d'innovation à l'échelle nationale ou internationale, ils imposent leur pays. Donc, la décision politique à haut niveau, un budget 0,5 du ministère de la Culture, je vais dire bien. خاصنا على ان الدراري يكون عندهم تخصيص او نيفو ديال المدرسه في المواد العلميه وحتى المراجعه ديال لونسينيومون تاخذ واحد المقياس وغادي نمشيو على لو لون تيرم اللي يمكن غادي انه يكون نلقاو فيه واحد لا جينيراسيون اللي كتمشى مع لينوفاسيون مع لا ريشيرش و ديفلوبمون. ميرسي جو فو بلو زعما ولكن فلو كتبقوا تيرميني لو كوتي ديال لي ديشي بيانتو ان شاء الله على ان ملي غتخرج هذه الاستراتيجيه غادي يدخلوا فيها جميع الفاعلين وغادي نحاولوا نحددوا البركاسات اللي هضر عليهم السيد السكان اللي يبقاو توقيتهم ولكن غتكون لا سيليكسيون ان شاء الله الى فالوريزاسيون. Merci pour ces apports. Je crois qu'on essaie aussi de résoudre des problèmes vraiment très très simples. Il n'y a pas longtemps, donc, nous avons participé donc, avec CNRST, nous avons mis en place le premier data center pour la recherche scientifique au Maroc avec un calculateur, High Performance Computing. Et donc nous avons eu une discussion comme ça. Et je découvre finalement que des choses qui sont simples au niveau de l'université ici au Maroc n'existent pas. Par exemple, aujourd'hui, moi j'aurais bien aimé que les cours des universités soient disponibles, que les étudiants puissent télécharger les cours et suivre, que les étudiants puissent avoir à son dossier je dirais donc universitaire, consulter ses notes, avoir son certificat. Donc tout ça, ça n'existe pas. Ou tout simplement, les thèses de 3e cycle, ils ne sont pas partagées. On n'a pas un référentiel. Donc ça, c'est des questions qui sont simples, qu'on peut résoudre. Mais aujourd'hui, ça, c'est des problèmes qui existent. Donc nous avons démarré, donc on a mis en place le High Performance Computing. Et on fait en sorte maintenant avec les universités, nous souhaitons que ce High Performance Computing, que ce calculateur soit vraiment utilisé par la recherche scientifique. Et on essaie d'aider la CNRST dans ce sens-là. Merci Chakib. Dernière question. Est-ce que vous pouvez l'aider s'il vous plaît? Je vous remercie, Monsieur Jouba, merci beaucoup, Monsieur Chakib Achour, merci, Monsieur Daoud, merci pour la qualité de votre présentation. Honorable assistance, merci énormément pour la richesse de votre débat. Je vous invite à un déjeuner donc, qui est offert dans le cadre de notre salon. Et je rappelle que donc, demain, il y a 2 tables rondes à partir de 10h30. Donc l'une est intitulée les Smart Cities entre innovation citoyenne et politique publique. Et la deuxième table ronde qui est la contribution de l'ingénierie durable dans la construction des villes intelligentes. Merci et bon appétit.